Oui, bonjour. Merci. Alors, j'espère que tout ça va, comme chaque année, se remplir un peu. On va entamer là les 4e rencontres professionnelles de la foire du livre de Brive avec une nouveauté importante, c'est qu'elle est au cœur de la foire. Donc, on a dans nos sessions précédentes manifestement gagné le droit d'être intégré à la foire du livre. Mais c'est une idée qu'on a inventée il y a 3 ans maintenant avec Frédéric Soulier, de faire de Brive un lieu où non seulement on voit des auteurs, on vend des livres, on bavarde, mais aussi où la profession se réunit pour parler de ses soucis, pour parler de ses joies et pour parler de sa vie. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, mais d'abord, monsieur le maire, est-ce que vous voulez bien nous dire ce que vous attendez de nous ? Bien que la fumée sorte du conclave, qu'elle soit blanche et que les gens ici soient heureux d'abord de vous écouter. Moi, je voudrais vous souhaiter la bienvenue. C'était une belle idée que nous avions eue avec Jean Brousse il y a maintenant 4 ans. Donc, les bonnes idées sont intéressantes lorsqu'elles naissent, mais elles sont d'autant plus intéressantes lorsqu'elles perdurent. Donc, je voudrais vraiment vous saluer toutes et tous. Merci de votre présence. C'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez bien la chaîne du livre et tout ce qui tourne autour de cette belle industrie que nous sommes fiers de porter ici à Brive. Donc mon témoignage ce matin sera juste un témoignage d'amitié, un témoignage aussi de reconnaissance et puis de partage pour ce moment où on a bien sûr toutes et tous, ici et là, envie de porter encore loin cette belle foire du livre de Brive. Soyez les bienvenus et vous y serez chaque année les bienvenus. Merci à vous. Merci Frédéric. Merci, on va le libérer. Il peut rester un peu avec nous s'il veut, mais on va le libérer avec nous aujourd'hui. Enfin presque les mêmes, hein, parce que voilà, c'est une troupe maintenant, cette affaire. Donc, de gauche à droite, n'y voyez aucune allusion, mais Antoine Lefébure, qui est un historien des médias, mais qui est surtout un grand consultant de la Bibliothèque nationale de France, qui est un homme de médias. Il a un peu inventé les radios libres et Canal+. Il a des lubies et une vision assez large de ce qui se passe dans le livre. C'est un amoureux du livre et il interviendra bien sûr avec sa science. Ensuite, on a Claire Giraudin qui est directrice de SACEM Université, mais qui est quand même l'âme bizarre de Jean-Noël Tron, le directeur général de la SACEM. La SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Et pour discuter de l'avenir du livre, on peut s'inspirer de ce qui s'est passé dans la musique, et c'est pour ça que Claire est là. Vincent Monadet, qui est président du Centre national du livre, c'est par intérim, il dit, mais enfin, voilà autre chose. Il est encore aujourd'hui quasiment le ministre du livre, quoi. Voilà. Non, c'est pour faire simple. Regarde. Non. Pardon. Du livre, je dis. Alors il a un patron, il a un ministre de la culture. Maintenant. Non, il y a un ministre de la culture qui s'occupe du livre. Marie Cellier, qui est la présidente de la SGDL, la Société des gens de lettres, c'est elle qui se bat avec une virulence tout à fait spectaculaire pour que les auteurs et les écrivains gagnent bien leur vie, entre autres. Pierre Dutilleul, lui, il est directeur général du syndicat national de l'édition et il se bat avec une virulence tout à fait exceptionnelle pour que les éditeurs gagnent leur vie, entre autres. Et puis, ensuite, on a Guillaume Valu et Alexis Botaya. Guillaume est un jeune éditeur qui va intervenir tout à l'heure sur les nouveaux modèles éventuels de l'édition. Il en parlera tout à l'heure. Il vient de créer une maison qui s'appelle 10 puissance 14, qui fait des livres. Donc, de l'extérieur, on ne s'aperçoit pas qu'il les fait de manière tout à fait différente que d'autres. Et enfin, Alexis Botaya, parce qu'il nous faut toujours un geek. Il nous faut toujours un type qui parle du digital mieux que nous, qui parle du numérique. Et Alexis, après beaucoup d'expérience, vient de créer une société qui s'appelle Chai et qui n'est pas tout à fait éloignée de la lecture, puisque c'est autour de procédés qui permettent de passer gentiment de l'écrit à l'oral. Pour commencer très vite, on le fait tous les ans, Pierre, tu nous dis où en est l'édition
le 9 novembre 2018. Alors le 9 novembre 2018, l'édition ne va pas si mal, mais en même temps, elle se soigne un peu. On est dans une année un peu difficile. Les derniers mois écoulés, donc l'été notamment, juillet, août, septembre, ont été des mois négatifs, parfois de manière assez importante, 5-6% en juillet, 5-6% négatifs en septembre, un peu moins en août. Pourtant, il a fait très beau, mais 2 et quelques %. Donc, on est dans une spirale qui devrait, à la fin de cette année, nous amener avec une légère décroissance, probablement de 2 à 3% à la fin de l'année. Mais ça n'est pas non plus le drame absolu. Il y a une production, on va en parler tout à l'heure, qui est tout à fait riche. Et puis, il y a des signes très positifs. Il y a par exemple le groupe multimédia Vivendi qui est en train de racheter le groupe Editis. Le groupe Vivendi, c'est M. Bolloré, c'est un financier, c'est un homme d'affaires. S'il s'intéresse à un groupe d'édition, c'est qu'il y a quelque chose à en faire. Et puis il y a un deuxième signal qui est au niveau de la librairie. Un grand libraire, le Furet du Nord, est en train lui aussi de racheter la chaîne de librairie plus au sud de Citre. Le Furet du Nord est la propriété de 2 fonds d'investissement qui ne sont pas non plus des bisounours. Donc on peut penser que là aussi il y a un signal positif concernant le livre. Juste en 3 mots pour dire, planter le décor, qu'est-ce que l'édition finalement en France? C'est un chiffre d'affaires d'à peu près 4 milliards 400 millions d'euros. C'est 17 500 salariés, équivalent temps plein, comme l'on dit. C'est à peu près, si l'on suit les chiffres de la base de données Electre, qui immatricule tous les livres, à peu près 3000 maisons d'édition, mais dont certaines ne diffuseront qu'un seul livre dans l'année. C'est aussi un signe très encourageant à l'international, avec une augmentation assez forte de près de 9% des cessions de droits à l'étranger. Ce qui veut dire que notre production, notre littérature rayonne de plus en plus à travers le monde, et c'est plus de 15 500 contrats qui ont été signés en 2017, une augmentation donc de 8-9%, ce qui est considérable, avec une langue qui nous accueille de plus en plus, qui est le chinois, même si il y a des mesures de restriction maintenant qui en limiteront peut-être l'entrée. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne bien. Donc, un côté, c'est un peu essuie-glace, c'est-à-dire un côté à gauche, un chiffre d'affaires un peu en décroissance et une activité que dément absolument la foule qui est ici, mais aussi des signaux très positifs avec des cessions de droits et des développements de l'édition de poche qui sont assez forts. Voilà. Merci Pierre pour ce paysage. Si quelqu'un voulait me donner un peu de son. Ouais? Non, ça y est. Voilà. Sur ces choses-là, avec un truc un peu rigolo sur l'affaire de Vivendi, parce que pour revenir à l'histoire et montrer ce qui se passe, au fond, Editis est en train de discuter avec Vivendi. Il y a une vingtaine d'années, le groupe Havas se séparait de la compagnie Euron de publicité. Ce sont les 2 mêmes sociétés qui se retrouvent 20 ans plus tard. Donc, ça rajoute à ce point d'histoire. Retour à la maison, oui. Retour à la maison. Quand on s'interroge sur les raisons, là, on a fait quelques réunions préparatoires, on a voulu développer ce matin deux pistes. 2 pistes pour enrayer cette petite décroissance. La première, c'est la promotion de la lecture. Quand on était entre nous, on s'était même emparé d'une expression qui était « lisez, bordel ». Parce qu'il y en a assez. Il faut lire et lire de plus en plus. Alors, quand on est ici, on est tout à fait rassuré, mais néanmoins, quelles sont les pistes pour améliorer cette lecture? La deuxième, c'est évidemment, Pierre l'a évoqué, trop c'est trop, la surproduction, comment enrayer et faire que cette industrie qui produit énormément ne fabrique pas trop de mornais et fasse des livres qui soient lus et donc se vendent et fasse vivre
va pas se taire là-haut. Et fasse des écrits. Non, tout va bien. Et fasse vous nous entendez bien? Et fasse des livres et des auteurs contents. On va commencer par la promotion de la lecture. Et là, on va passer la parole successivement à Marie et à Vincent, parce que... Hein? Voilà. Oui, alors je vais pas... J'ai des jours avec et j'ai des jours sans, donc on va dire qu'aujourd'hui, je suis plutôt dans un jour sans. Le constat qu'on est contraint de faire, c'est quand même une diminution progressive des grands lecteurs, inexorable, constatée année après année, enfin tous les 5 ans par l'enquête du ministère de la Culture sur les pratiques culturelles des Français, qui longtemps a été masquée dans nos métiers parce que en fait la progression de l'alphabétisation dans ce pays, de l'éducation, créait mécaniquement des petits et moyens lecteurs avec les 80% d'une classe d'âge qui arrivait au baccalauréat. Aujourd'hui, on est un peu au bout de cette histoire de progression. Il y a toujours des marges de progression sur l'illettrisme et l'analphabétisme, mais on est dans un pays mûr de façon éducative et donc d'accès à la lecture. Et pourtant, nos grands lecteurs continuent à disparaître. On constate une explosion des temps de loisirs, enfin des loisirs plutôt, c'est-à-dire qu'autrefois, grosso modo, il y avait la musique, la télé, le cinéma et pour quelques privilégiés, les arts vivants. Aujourd'hui, il y a une explosion des loisirs, mais le temps de loisirs n'explose pas. C'est-à-dire que le temps qu'on consacre à ces loisirs est le même, et dedans, on a intégré les réseaux sociaux, Internet, les jeux vidéo, etc., qui sont des espaces de loisirs. Donc ça se fait évidemment au détriment du temps passé à lire, qui est en baisse. Ça, c'est les mauvaises nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est que les jeunes continuent à lire, les adolescents notamment. Il y a malgré tout un décrochage chez les 13-14 ans, mais on conserve des grands lecteurs. Nos enquêtes ont une limite, c'est que très longtemps on s'est focalisé sur des pratiques de lecture qui relevaient des genres qui étaient les genres que nous on considérait comme dominants, c'est-à-dire la littérature blanche. Et on a longtemps raté tout un pan de la littérature qui est en train d'exploser, qui sont les littératures de la romance et de l'imaginaire, qui sont des littératures lues par les jeunes, énormément, avec des pratiques de fan club quasiment autour de certains auteurs, par ailleurs très largement ignorés des grands médias, et qui pourtant sont des auteurs qui signent énormément et qui sont des auteurs de fantasy ou de romance, voire de romance fantasy. Donc j'ai demandé ce que c'était que la romance fantasy. Ce sont des nains qui tombent amoureux d'elfes. Bon, ça peut paraître un peu éloigné comme ça, mais voilà, ça fonctionne. Il y a des séries qui se vendent très très bien. Il y a des écrivains derrière ces séries-là. C'est pas de la production marketing. Ce sont des gens qui ont des univers, qui poussent ces univers. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a par ailleurs une pratique de l'écriture qui se développe beaucoup à travers Internet, qui malgré tous ses défauts a aussi eu la qualité de ramener les gens à devoir écrire. Pour envoyer un WhatsApp, il faut l'écrire. Donc voilà. Et donc cette pratique d'écriture se développe beaucoup. On a un lectorat qui s'est très largement et très clairement féminisé. Ce sont les femmes qui lisent. Et alors ce qui est drôle, c'est que tous les genres de la littérature, y compris ceux qui étaient verrouillés sur les hommes, sont en train de basculer. Quand je dis genre verrouillé sur les hommes, c'est qu'en bande dessinée comme en polar, on avait un lectorat masculin à plus de 80% et qu'on est en train de basculer complètement. En polar, le lecteur est une lectrice plutôt aujourd'hui, et en bande dessinée, la féminisation de la bande dessinée, aussi bien des créateurs de bande dessinée que des lecteurs de bande dessinée, est évidente. Donc on a un panorama très contrasté. Et si on aborde le sujet des solutions, il y a la nécessité réelle de promouvoir la lecture à tous les niveaux de la vie, aussi bien chez les enfants que chez les adolescents que chez les adultes. Moi, je plaide beaucoup pour des campagnes pour la lecture sur le modèle de ce qu'on a pour l'obésité avec les 5 fruits et légumes par jour. Je crois qu'il faut marteler ce message. Et par ailleurs, dans les bonnes nouvelles, il y a le fait quand même d'avoir un ministre de l'Éducation nationale
qui a remis les arts au cœur du dispositif de l'école, et notamment la lecture. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la lecture à voix haute. Je pense qu'on peut encore aller plus loin, y compris dans repenser les programmes en fonction de la lecture plaisir, et non pas d'un socle de connaissances qui, pour les élèves de collège, peut être assez, voire très éloigné de la lecture plaisir. Mais on est, pour le coup, enfin, il se passe quelque chose au sein de l'école avec la décision d'offrir les fables de La Fontaine. Nous tous autour de la table, comme nous sommes sur des écrivains vivants, nous aurions préféré que ce soit un auteur jeunesse, mais la démarche même d'offrir les fables de La Fontaine illustrées par Johann Sfar est une nouveauté, une innovation complète. Les quarts d'heure de lecture dans les écoles, c'est des très très bonnes idées. Donc il y a à la fois des raisons c'est comme la langue d'Ésope, hein, il y a à la fois des raisons de se plaindre et il y a des raisons de se réjouir. Merci Vincent. Comme toi, en fait, j'avais une vision plutôt négative de l'évolution de la lecture. Et puis on arrive ici, alors je dois dire que c'est quand même assez étonnant de voir la queue. Chaque année, je suis frappée. C'est ces centaines de gens qui sont là pour le livre. Je dois dire qu'en tant qu'auteur et représentante des auteurs, ça me fait du bien de voir ça. C'est déjà ça. Autrement, oui, on sait que la concurrence des autres loisirs est assez est permanente et préoccupante. Tous ces poussets et poussettes, selon l'expression de Serres, qui sont plutôt sur leur écran que devant un bouquin. Et puis, bon, la lecture requiert des qualités en fait qui ne sont pas exploitées ailleurs. Ça requiert la concentration, et c'est souvent ce qui manque à nos jeunes. Je vois quand, en tant qu'auteur, je suis souvent appelée à aller dans les écoles pour qu'ils intègrent une consigne. C'est extrêmement compliqué. C'est bien ça, la concentration. Il faut leur répéter au moins 4-5 fois. La lecture, c'est silence, activité individuelle et concentration. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour développer ça. Je dois dire que avant d'arriver à Brive, et c'est ce qui motivait aussi ma tristesse, j'ai été invitée dans un autre festival et j'ai mené un atelier d'écriture. Et quand on mène un atelier d'écriture avec un écrivain, il est supposé que les enfants, les jeunes, lisent le livre de l'auteur avant. Et quand j'en ai parlé au prof de français, elle m'a dit « il n'en est pas question, il n'aime pas lire ». Qu'un prof de français dise ce genre de choses, ça m'a semblé extrêmement préoccupant. Moi, je pense qu'il y a des choses à faire, comme le rappelait effectivement Vincent, ce quart d'heure lecture porté par des associations comme Silence on lit, les expériences formidables qui se sont menées à Banon, qui se mènent aujourd'hui dans 500 établissements, c'est très bien. Le formidable travail qui est fait par Lire et faire lire aussi depuis des années avec des bénévoles mais c'est une véritable guerre de tranchées qu'on mène. On ne peut pas aller de l'avant, il faut juste défendre le territoire. Ça n'est pas spécifiquement français. J'ai rencontré mon homologue québécoise, la présidente de l'UNEC, et qui me disait qu'au Québec, il y avait 53% d'analphabètes fonctionnels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui savent lire, qui savent écrire, etc., mais qui ne sont pas capables de déchiffrer un texte, enfin, de comprendre un texte. Ils savent lire, mais ils ne tiennent, en tout cas, ils ne tiennent pas la durée dans un texte. Donc ça, c'est vraiment extrêmement préoccupant. Alors,
il y a aussi des choses qui se font. En tant qu'auteur, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais amenée souvent à aller dans les écoles ou dans les bibliothèques. C'est quelque chose qui se développe depuis de nombreuses années avec le soutien du CNL et de Sophia, puisque les auteurs sont rémunérés quand ils interviennent ainsi. Et je pense que c'est en voie de se développer encore davantage. Voilà, bon, c'était à peu près ce que je voulais dire sur la lecture. Oui, je voulais rajouter quelque chose parce que dans la grande réforme des lycées qui a été lancée par le ministre de l'Éducation nationale, il y a un renforcement très marquant et marqué de l'oralité. Et donc, comment préparer les jeunes à cette oralité, à cette façon de passer des examens d'une manière différente. Nous avons lancé, au Syndicat national de l'édition, une manifestation qui s'appelle les petits champions de la lecture. Je reprends un peu les propos de Vincent Monadé, c'est-à-dire c'est un développement de la lecture à voix haute. Ça s'adresse aux enfants de CM2, parce qu'à l'entrée en 6e, on a réalisé que 20% des enfants ne comprenaient pas ce qu'ils lisaient. Ils sont capables, effectivement, d'aligner les mots, mais ils ne sont pas capables de les intégrer. Et donc, c'est quelque chose qu'il est important de développer. 36 000 enfants de CM2, donc des enfants de 10 ans, ont participé à ce jeu. C'est un jeu. L'an passé, le ministère de l'Éducation nationale et celui de la Culture nous ont donné comme objectif 100 000 enfants demain. Alors je lance un appel à Brive parce que les classes de Brive n'ont pas encore participé à ce jeu. Donc je pense que c'est important qu'ils se mobilisent. Plus vite on sera 100 000, plus vite cette lecture à voix haute se développera. Les CM2 en France, c'est 880 000 enfants. Donc aujourd'hui, vous voyez, on en touche. Cette année, on va en toucher une quarantaine de milliers. Je pense que cet objectif de 100 000, voire davantage, est quelque chose qui va dans le sens de l'histoire. Voilà. Donc, à Brive. Oui, alors, vous allez nous dire pourquoi Brive n'y est pas encore. Christophe Paty, adjoint au maire. Écoutez, on ne connaissait pas l'opération, tout simplement. En tout cas, moi, je ne la connaissais pas. Mais maintenant qu'on la connaît, évidemment, ce serait impardonnable de ne pas se lancer dans la participation à l'exercice. Donc, je vais immédiatement le communiquer à ma collègue. Merci. Valérie est quelque part par là. Voilà, alors, qui est l'adjointe à l'enseignement. Donc, il faut Bonjour, Valérie Tourisson. Effectivement, nous ne connaissions pas cette opération. Donc on va la mettre en place parce que ça me paraît très intéressant. Alors pour votre information, l'Éducation nationale va diffuser dans tous les établissements de France et de Navarre, y compris en Outre-mer, les instructions nécessaires pour s'inscrire et participer à ce joyeux jeu. Voilà. Bon, voilà au moins une conclusion concrète déjà. À 11h moins le quart, à cette réunion, c'est un engagement formel de Brive de venir nous dire combien d'enfants vont participer l'année prochaine. Et tout ça va dans le sens d'un truc, moi, dont je rêve depuis longtemps, c'est The Voice de la lecture. Quoi. Alors, c'est un projet que l'on a effectivement avec France Télévisions, avec ce que l'on appelle des formats très courts, parce que je crois qu'il ne faut pas non plus faire de la lecture à voix haute d'enfants pendant des heures à la télévision. Mais il y a un projet pour le samedi soir, d'une petite session de lecture à voix haute qui reviendrait chaque semaine tout au long de l'année sur France 3. Donc on y travaille. Voilà. Vincent. Oui, par ailleurs, François Bunel porte un projet de concours de lecture avec des finales régionales et une finale nationale en prime time, dont on espère qu'il aboutira. On ne doute pas que France Télévisions sera remarquablement disposé à remplir ses obligations en matière de présence de la lecture à la télévision, comme il semble l'être. Oui. Mais ça n'est pas facile quand même. Bon, en tout cas, Corrèze Télévision est tout à fait prêt à investir sur ce projet. On est passé peu à peu à l'oral, donc Alexis, est-ce que tu as une idée là-dessus ?
Est-ce que tu as un micro d'abord et une idée ensuite? Voilà. Des idées, j'en ai plein, pour trop peu de temps, mais je suis ravi de voir effectivement que le sujet de l'oralité devient extrêmement intéressant pour la diffusion des pratiques de lecture. Moi, j'aimerais juste porter un petit regard sur ce qui se passe à l'étranger. Moi, dans le Chai, ça fait longtemps qu'on assène ce message de l'oralité en disant que l'audiobook est une pratique émergente et qu'il faut continuer à la pousser. Parce que ça permet à certaines populations justement de lire davantage, parce que c'est plus facile de lire en audiobook, parce qu'on peut le faire un petit peu quand on veut et avec un usage mobile, c'est extrêmement simple. Mais en France, on est quand même extrêmement limité. Et là, je passerai le micro tout à l'heure au SNE ou au CNL pour nous dire. Mais j'ai déjà trouvé des chiffres et je vous laisserai débattre parce que vous n'avez pas les mêmes. Près d'un Français sur 5 a déjà écouté un livre audio. Ça, c'est le SNE. Et ils sont encore peu nombreux, 7%, à écouter un livre. Ça, c'est le CNL. Donc ça ne fait pas exactement les mêmes chiffres. Mais du coup, on voit quand même sur les proportions qu'on est assez faible. Pour vous donner une idée, aux États-Unis, entre 2016 et 2017, plus 26%, c'est l'augmentation du chiffre d'affaires de l'audiobook, alors que sur l'imprimé, on est à moins 3%, le poche, on est à plus 0,7% et l'e-book, on est à moins 5,5%. Donc la seule chose qui marche aux États-Unis, on ne va pas dire que c'est la même chose chez nous, évidemment, mais il y a toujours un petit décalage, c'est quand même les pratiques audio qui augmentent énormément avec des sujets autour du podcast. Vous avez vu cette année à quel point le podcast est devenu extrêmement présent, donc écouter en différé, éventuellement des émissions radio. Il y a effectivement Radio France qui en fait beaucoup. Donc ce sujet audio, c'est certainement quelque chose à investiguer davantage pour le monde de demain, pour la littérature. Je ne sais pas si les audiobooks sont très présents, je n'ai pas vu sur la foire beaucoup d'audiobooks encore, mais ce sera peut-être un corner pour les années à venir. En tout cas, il y a certainement quelque chose à faire. Nous, on voit l'audio d'une façon un petit peu différente. L'audiobook, c'est un comédien qui va lire un texte et qui donc va en faire une interprétation. Vous pouvez aimer son interprétation ou pas. Et c'est toujours aussi un frein à l'accès au texte. Nous, ce qu'on fait, c'est utiliser, et je vais dire un gros mot, des voix de synthèse pour lire des textes. Des voix de robots. Ouh, le robot, c'est moche. Mais en fait, il faut savoir que ça n'a plus rien à voir aujourd'hui, les voix de synthèse, avec les voix que vous avez dans votre GPS. Et on peut faire des choses absolument remarquables où je vous défie, et si vous voulez, on pourra faire le test tout à l'heure, je vous invite à me dire voir, à faire la différence entre une voix humaine et une voix de robot. Je vous assure que c'est très compliqué. Alors, on ne touchera pas à la littérature, parce que la littérature, c'est sacré, et ça relève d'une interprétation et d'une émotion. En revanche, il y a beaucoup de choses dont on n'a pas forcément parlé, qui sont les livres de non-fiction, les livres de développement personnel, les livres d'essais, les politiques, et il y en a pas mal aujourd'hui ici, qui se prêtent très très bien à une voix de synthèse améliorée. Je m'arrêterai là, genre, parce que je suis en train de faire la pub de mon truc, je me rends compte. Mais voilà, pour dire que certainement, sur l'audio, il y a quelque chose à jouer. Il y a quelque chose à jouer en France. Je suis ravi de voir que l'école s'y met aussi, et ces concours et ces émissions sont vraiment extrêmement importantes, à mon avis, pour donner accès à la lecture à travers des moyens. Je dirais une dernière chose pour conclure. On a tendance beaucoup à dire il faut lire davantage. Et moi, quand j'entends ça, qui vient d'un monde très différent de celui de l'édition, puisque c'est plutôt le monde de la technologie, dans le monde de la technologie, la question qu'on se pose, c'est pas comment je vais envoyer une brique dans la face de mon utilisateur en lui disant il faut que tu fasses ça, mais plutôt quels sont ses usages, quelles sont ses pratiques et comment je peux m'y adapter. Et les chiffres que je vous ai donnés à l'instant montrent que voilà, l'audio augmente. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire pour comment on adapte les messages, comment on adapte les contenus à ces nouveaux formats qui sont les formats audio, plutôt que de vouloir forcer à la lecture des populations qui ne sont pas forcément, notamment chez les jeunes. Moi, je vous terminerai en disant ça. J'étais sur la foire du livre de Francfort l'an dernier, donc il y a quasiment un an. On rencontre Ravensburger. Et Ravensburger vient nous voir, je ne savais même pas qu'ils publiaient des bouquins. Ils font beaucoup de fantasy-fiction avec des lecteurs qui sont surtout des jeunes femmes. Et ils nous disent on a un gros problème. Les jeunes femmes achètent, donc elles ont entre 13 et 16 ans. Elles achètent, mais elles ne lisent pas. Ce qui, nous, en tant qu'éditeurs, nous pose un gros problème, d'abord un peu éthique. On produit des choses qui servent à rien d'une certaine manière. Bon, certes, on les a vendues, mais le problème, c'est que quand elles ne les lisent pas, elles n'en achètent pas d'autres derrière. Et pourquoi elles ne les lisent pas ? Parce qu'elles passent leur temps sur leur téléphone mobile. Et bon, ça, on pourra y revenir tout à l'heure, j'ai plein de chiffres là-dessus. Mais c'est un tout petit peu sexiste, là. Hein, non, je parle d'une cible qui est celle de Ravensburger. Mais les garçons font exactement la même chose, hein, on est bien d'accord. Mais chez Ravensburger, c'est le sujet. Et ils sont venus nous voir parce qu'ils nous ont dit comment on peut aller chercher ces populations, ces jeunes femmes, les
prendre là où elles sont, avec cet usage mobile, et les ramener à la lecture par l'usage de leur téléphone mobile. Et ça passe certainement à travers l'audio. Je veux juste dire un truc sur le livre audio. Je trouve ça super, le livre audio. Hein. Nous, à la SGDL, on a organisé, d'ailleurs avec vous, hein, une journée de réflexion. Mais ça n'est pas... Le livre, c'est autre chose, c'est complémentaire. On ne peut pas substituer le livre audio au livre. Et ça pose d'autres problèmes. Ça pose aussi des problèmes de rémunération de créateurs. Les créateurs sont déjà difficilement rémunérés pour un livre. Quand on rajoute un nouvel acteur, comme par exemple un comédien, on change complètement d'économie. C'est autre chose. J'aurais envie de parler de voix de synthèse, ça coûte rien les voix de synthèse, c'est ça qui fait. Oui, mais enfin ça s'applique pas à tout. Hein. Peut-être certains. Oui, c'est pour ça que je vais pas. Mais je vais passer. Il y a Vincent qui boule là. À côté. Ça commence à marcher là le truc, hein. C'est bien là. Le livre audio, et Pierre le dira bien mieux que moi, c'est un formidable segment de croissance externe, ça c'est évident. On l'a tous repéré et on le soutient tous. Après, c'est pas de la lecture. Or, moi, mon enjeu sur la lecture, c'est de faire face au siècle de barbares qui s'avance. Barbares au sens romain du terme. Non pas jugement de valeur, mais hors de notre métier qui est le livre. Une génération entière qui s'avance, qui est hors de notre métier, qui est le livre. Et moi, mon sujet, c'est comment on défend le livre. Le livre lu, le livre papier ou numérique, mais lu. Pour moi, l'enjeu est là, fondamentalement. Les autres segments de croissance externe, que ce soit le livre audio, les sessions de droit à l'étranger ou les sessions de droit à l'audiovisuel, sont des choses fabuleuses pour notre économie. Mais sur l'enjeu de société, la lecture est un fondement. Lincoln disait ça sur l'éducation, ça vaut sur la lecture. Vous trouvez que la lecture, ça coûte cher, essayez l'ignorance. Or, il n'y a pas, au jour d'aujourd'hui, d'autres mécanismes d'accumulation du savoir que la lecture. L'anthropologie l'a prouvé. Les sociétés qui ne disparaissent pas ont été celles qui sont passées à l'écrit. On ne sait plus du tout ce que faisaient les druides, parce que les druides n'écrivaient pas. On sait exactement ce que faisaient les Romains à la même période, parce qu'ils écrivaient. Le mécanisme d'accumulation des connaissances et de progression de connaissances ne peut passer que par la lecture. Oui, je voudrais ajouter un point qui va dans ce sens, c'est-à-dire que je ne connais pas un seul enfant qui résiste à une histoire. Et donc, les auteurs, on a des auteurs extraordinaires qui écrivent ces histoires. Le tout, c'est d'organiser le chemin, de baliser le chemin entre la pensée, l'idée, l'imagination de l'auteur, ce qui devient un livre, et surtout d'atteindre les parents. Et là, c'est quelque chose qui paraît simple comme ça dans l'idée, mais qui en fait est extrêmement compliqué. Et donc, il faut amener les parents à faire lire les enfants. Et les contenus, on les a. Et on va continuer de les avoir. Et on a de plus en plus d'auteurs. Les Français écrivent énormément. Eh bien, il faut que l'on continue à promouvoir ces histoires. Aucun enfant n'y résiste. Et si les enfants n'y résistent pas, les parents ne doivent pas résister non plus. Merci. Je vois une question d'un inconnu dans la salle. Daniel Pouzadou, président de la Fondation Varenne. Non, juste... ça ne vous surprendra pas après le moment que nous avons passé tout à l'heure. Mais moi, j'ai une question à vous poser parce que nous travaillons énormément en éducation aux médias avec les petits, c'est-à-dire jusqu'au CM2. Et ma question alors, s'adresse à vous. Surtout, est-ce que vous ne pensez pas que le livre audio est peut-être un moyen d'amener les petits au livre tout court, à la condition de bien encadrer les choses? Alors, je ne suis pas un spécialiste, donc je laisserai les spécialistes de la pédagogie, de l'éducation et de ces choses-là répondre. Mon sentiment, c'est que ça vient d'être dit quand même par Pierre. C'est-à-dire que les petits sont sensibles aux histoires, mais avant de les lire, ils les écoutent. Et c'est une très bonne manière ensuite de leur permettre de les redécouvrir et de les lire. Et alors, bien sûr, il faut un orateur, il faut quelqu'un qui va dire le texte et le transmettre. Et je trouve que le duo gagnant, c'est sur les deux. On a un texte, on passe à l'audio. On peut à la fois écouter, décider de lire, et peut-être je laisserai les spécialistes rajouter quelque chose. Le duo, oui, ça me va. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, je parlais de complémentarité, mais ça ne peut pas être le livre audio uniquement, parce que on fait appel à d'autres connaissances. On fait appel aux oreilles. Je suis désolée, hein, c'est les oreilles et pas les yeux. Hein, et ça convoque pas les mêmes sens et ça requiert pas les mêmes qualités. Hein, et ça ne peut pas changer. Hein.
Mais c'est ce que disait Pierre exactement, c'est tout à fait complémentaire. Il faut raconter des histoires, mais qu'est-ce qui se passe quand vous racontez des histoires à vos enfants? Vous leur racontez jusqu'à ce qu'ils savent lire, jusqu'à ce qu'ils sachent lire. Et un jour, ils vous disent, c'est bon, t'es gentil, mais tu vas sortir de ma chambre et puis je vais lire mon livre tout seul. Voilà, il y a une immersion dans la lecture qui n'a rien à voir avec le plaisir de se faire raconter une histoire. On n'a pas encore les expériences sur les livres audio, mais on l'a eu sur le cinéma. La différence entre le cinéma et la lecture. Le cinéma est un loisir passif, la lecture est un loisir actif, ça a été démontré. La lecture mobilise d'autres mécanismes de connaissance que le cinéma où on est assis et où on prend l'image. Voilà, et je pense que les deux outils doivent être parfaitement complémentaires pour que ça fonctionne. Et ça peut fonctionner très très bien. Regardez l'exemple Harry Potter, ça a créé une véritable révolution, dans la relation entre l'enfant et les parents, puisque les deux l'ont lu finalement, et souvent les parents avant l'enfant, et que ça a développé ce sentiment et cette importance de la lecture chez des enfants qui peut-être sans cela n'y auraient pas eu accès. Je suis contente que tu parles des parents, parce que je pense que tout ne peut pas reposer sur l'école et qu'il se passe quelque chose d'extrêmement important dans la cellule familiale, là, c'est ça. Et quelquefois, les parents eux-mêmes n'ont pas été en contact avec le livre. Donc, je pense qu'il faudrait développer des actions qui associent parents et enfants pour amener au livre. S'il n'y a pas ça, j'ai peur que ça soit voué à l'échec. Et chaque fois qu'on a mené ça, ça fonctionnait extrêmement bien, d'avoir à la fois les mères et les petits, c'est souvent elles qui sont plus disponibles, et les enfants sur des mêmes opérations lecture. Est-ce qu'il y a des questions là, parce que force de nous écouter depuis une heure, vous devez vous lasser. Pas de questions? Guillaume, non? Non? Françoise, non? Non? Pas de questions? Bon, alors on va clore cette session là-dessus. Donc des éléments un peu inquiétants comme ça, spontanés, et puis de la discussion naissent des pistes qui sont en particulier, qui s'appuient. Alors, la discussion entre l'oral et la lecture, à mon avis, elle n'est pas finie, et on trouvera un jour le bon équilibre efficace pour faire fonctionner toutes les parties du cerveau chez les tout petits, donc après chez les très grands quand ils auront grandi. Mais il y a des pistes, et il y a des pistes qui s'appuient en particulier sur l'école, sur l'éducation, sur la culture, et ça c'est sûrement une bonne nouvelle. C'est sûrement une bonne nouvelle, et on va s'en sortir, sans doute. Non? Alors Antoine n'est pas d'accord. Pour que ces pistes fonctionnent, je crois qu'il y a un élément dont on n'a pas parlé qui me paraît très important aujourd'hui par rapport à l'actualité, aussi au niveau européen, c'est le problème des GAFA et des éditeurs. On sait qu'il y a un véritable conflit entre les géants de l'Internet et les géants de l'édition. Le modèle de ces géants de l'Internet, qui est une plateforme très spécifique, qui joue de la surveillance des utilisateurs pour revendre derrière des impacts commerciaux. Et ce qui me paraît très embêtant pour la lecture, pour les auteurs, c'est que ces géants de l'Internet sont effectivement, pour le moment, en contradiction avec les éditeurs qui veulent leur part de gâteau. Aujourd'hui, les éditeurs papier qui se sont plus ou moins bien convertis à la révolution Internet disent à Google, à Yahoo, faut payer. Faut que vous nous donniez un peu de tout ce que vous ramassez d'extraordinaire. C'est pas faux, ils ont raison de se battre, mais enfin ce qui m'inquiète, c'est qu'ils se battent tout seuls sans les auteurs,
alors qu'en fait, l'origine vient des auteurs. Enfin, ils se battent avec les on auteurs. On y est, nous aussi. Oui, hein. vous y êtes. Moi, j'étais à Bruxelles pour défendre la directive. Je me suis même allongée sur le parvis de la cathédrale. Alors, et j'ai distribué des préservatifs pour se protéger contre les GAFA. Alors, si on n'a pas mouillé notre chemise, oui, mais c'est quand même... est-ce que les auteurs ont raison de s'allier aux éditeurs dans cette bagarre? Est-ce que les éditeurs vont jouer le jeu avec les auteurs, en liaison avec les auteurs, pour attaquer les GAFA? C'est pas vraiment évident. Et l'autre problème, c'est que ces GAFA, ces plateformes, c'est des plateformes de surveillance. On surveille les utilisateurs, on les flique, ce qui théoriquement aujourd'hui au niveau européen est interdit parce que c'est sans leur consentement. Et je me demande si les auteurs ont intérêt à abonder dans la bagarre des éditeurs pour avoir des rémunérations de ce flicage. Est-ce qu'il faut mieux pas développer un Internet autonome des plateformes, et ça c'est vraiment un travail d'auteur, plutôt que de rentrer dans le petit cirque GAFA éditeur qui pose un véritable problème? C'est bien sûr, idéalement, mais on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens, on a raté le coche. Il fallait le faire avant. Là, les choses sont beaucoup trop avancées. Donc, effectivement, récolter de l'argent et qu'ensuite, il y a un bon partage de valeur, n'est-ce pas, Pierre? Ça semble évident. En tout cas, nous, les auteurs, on n'a pas les moyens, nous, avec nos petits bras, tout seuls, de contrer les GAFA. Il faut au contraire que toute la profession soit coude à coude pour défendre ça. Oui, et il y a quelqu'un d'autre aussi qu'on oublie, c'est les États. Est-ce que les États jouent vraiment le jeu? Est-ce que les États ont une politique très claire avec les GAFA? C'est pas évident. Est-ce que les États tiennent compte autant des auteurs que ça serait nécessaire? Ils tiennent compte des éditeurs, ça c'est certain, pour des raisons politiques. Ils sont tout de même très sensibles aux arguments des GAFA. Il n'y a qu'à voir comment sont reçus les patrons de Google, de Facebook, par tous les présidents de la République, etc., qui sont tout de même des gens qui sont élus. Et là-dedans, les réseaux sociaux jouent un rôle. Et là, alors c'est vrai que les auteurs peuvent se sentir un peu démunis, mais dire qu'on a raté le coche, que c'est trop tard pour avoir un Internet ouvert et démocratique, moi, je ne crois pas. On n'a pas la même... Bon, pour ce qui est de l'État, oui, je pense... En tout cas, l'État français soutient cette lutte contre les GAFA en lien avec surtout les éditeurs. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu les fruits de ça. Il y a quelque chose qui m'inquiète, moi, pour le moment, dans cette relation de l'État avec les GAFA, c'est cette histoire de passe culture. Il y a un passe culture qui est en passe d'être mis en œuvre. On n'a pas encore trouvé le financement. Je crois qu'il y a à peu près même pas la moitié du financement. Qui va financer le pass culture qui est récurrent? Non. Qui, sinon les GAFA. Donc là, franchement, il faut qu'on soit tous vigilants, parce que là, c'est faire entrer le loup dans la bergerie, si c'est comme ça que ça se passe. Alors, trois choses, là, pour répondre un peu aussi à ce que disait Antoine Lefébure. Il y a plusieurs sujets dans la relation avec les GAFA. Alors, il faut les nommer un peu. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-commerce. Et donc, ce que vous pratiquez peut-être, j'espère pas trop et sans excès, avec Amazon. Et donc, comme ils ont une capacité de distribution qui est phénoménale, vous commandez votre livre à 20h et vous l'avez le lendemain matin chez vous dans certaines régions, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Ça, c'est quelque chose qui se travaille entre chaque maison d'édition et Amazon. Donc, là-dessus, il n'y a rien de caché. C'est quelque chose qui est sur la table et qui est favorable aux deux, auteurs et éditeurs, puisque chacun, en fonction des contrats qui sont en cours, eh bien, reçoit une partie de cette rémunération. La deuxième chose, c'est l'utilisation par les GAFA, et là, parlons par exemple de Google, mais ça n'exclut pas Amazon. Il y a une directive en ce moment qui s'appelle Directive droit d'auteur dans un monde numérique, qui est en discussion à Bruxelles entre le Parlement européen, la Commission européenne et le Conseil européen. Il y a une disposition dans cette directive qui prévoit la possibilité d'utilisation d'un livre entier par un acteur extérieur pour le numériser, le transformer et le réutiliser à sa manière. Aujourd'hui, on a la capacité de pouvoir utiliser un extrait
Si ce texte va au bout, on pourra utiliser le livre entier. Imaginez Google qui reprend l'ensemble des manuels scolaires, les transforme à sa main, non seulement ne paye pas un centime aux auteurs et aux éditeurs, mais l'éducation nationale devient l'éducation Google. Et là, on est dans un autre monde, dans quelque chose qui est assez effrayant. Pour finir, avec les relations avec le gouvernement et le Pass Culture, aujourd'hui, le Pass Culture, c'est une tranche d'âge de 800 000, à peu près entre 800 000 et 1 million de jeunes qui atteignent l'âge de 18 ans. On leur donne 500 € de crédit pour acheter des livres, des CD, d'aller au musée, des jeux vidéo, etc., ou aller dans un spectacle vivant. Bon. Qui, aujourd'hui, peut financer une telle opération? Vous faites la multiplication. On arrive à 500 millions d'euros. Ce n'est pas l'État qui va payer cette somme. L'État va en prendre entre 50 et 80 millions. Le reste va être financé par des intérêts privés. Qui, aujourd'hui, peut représenter ces intérêts privés? Amazon, bien évidemment, en tête. Deuxièmement, les banques qui vont essayer d'attirer ces jeunes de 18 ans dans leur filet. Mais Amazon. Et donc, on est dans un schéma où là, volontairement ou involontairement, l'État est complice de ce lien direct et de ce développement d'Amazon et du départ des librairies. Merci Claire, voilà, la musique veut parler. Voilà, bonjour. Donc moi, je travaille dans un secteur qui n'est pas celui du livre, mais celui de la musique, et qui est un secteur intéressant parce que nous avons essuyé les plâtres tout à fait du passage au numérique. Donc ça s'est passé il y a 20 ans, pratiquement, la dernière grande année de vente de CD, donc physique, pour la musique, c'était 2002. Le pic, c'était 2002. La musique numérique dématérialisée, ça existe vraiment de manière globale depuis 1999, avec l'arrivée de quelqu'un qui s'appelait Napster. Peut-être certains d'entre vous ont connu, piratage à grande échelle. Alors, pourquoi moi je souhaite dire quelques mots? C'est parce que tout ce qu'on entend autour de la table ici, c'est passionnant et ça a donné lieu à une réflexion importante à la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs, éditeurs de musique, que je suis ici pour représenter. On s'est rendu compte qu'en fait, l'un des problèmes des secteurs culturels, c'était qu'ils se battaient tous dans leur coin contre un ennemi commun dont on vient de parler, qui sont les fameux GAFAM. On a parlé les uns et les autres du problème des relations entre les auteurs et les éditeurs. Est-ce qu'ils ont bien les mêmes intérêts? Du problème des éditeurs entre eux. Est-ce que tous les éditeurs ont les mêmes intérêts? Pas forcément. Ils sont aussi concurrents entre eux, les éditeurs. Mais moi, je voudrais qu'on remonte d'un niveau, et je voudrais dire qu'au niveau européen, c'est essentiel que tous les secteurs culturels se battent ensemble, qu'on soit le livre, la presse, la musique, le cinéma, la télé, la radio, les jeux vidéo, peu importe. On a un intérêt en commun qui est effectivement de réussir à faire payer, il n'y a pas d'autre mot, les fameux GAFAM pour l'utilisation des œuvres culturelles. Alors, quand j'ai dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? On vous a parlé de choses très précises, Amazon, ou bien la question de la réutilisation de livres entiers. Mais il y a un sujet beaucoup plus global que ça, qui s'appelle le transfert de valeur. Alors, qu'est-ce que c'est que le transfert de valeur? Eh bien, c'est tout simplement, comme des études l'ont montré, je vous réfère à une étude d'un cabinet qui s'appelle Roland Berger, ou Roland Berger, c'est un cabinet franco-allemand, donc on prononce comme on veut, et qui montre qu'à peu près un tiers de la valeur, c'est 31%, donc un peu moins d'un tiers de la valeur des GAFAM repose sur la culture. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Un tiers de la valeur des GAFAM repose sur la culture. Eh bien, ça veut dire que quand vous utilisez Facebook, Google ou autre, vous allez faire des requêtes qui sont majoritairement culturelles. Je cherche un bouquin, je cherche des renseignements sur un artiste, un concert, un article de presse, etc. Et qui vont vous rediriger vers certains sites qui sont marchands ou d'autres. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si demain on supprime toute la culture d'Internet, qu'est-ce que vous allez y faire? Vous allez acheter quelques robes, quelques paires de chaussures,
Vous allez faire vos impôts éventuellement, vous enverrez des emails à votre tante, mais vous allez vraiment vous retrouver face à des tuyaux complètement vides. C'est ça la réalité de l'Internet. C'est ça le transfert de valeur. Parce que jusqu'à présent, un Google, un Facebook, ils ne payent pas un rond, il n'y a pas d'autre moyen de le dire, pas un sou aux acteurs de la culture. Alors vous savez qu'ils sont champions du monde pour ça, hein, ils ne payent déjà pas un rond en termes d'impôts, c'est un vrai sujet, d'accord ? Premier sujet, ils ne payent pas d'impôts. Hein, oui, mais tout ça, c'est un continuum. C'est un continuum, parce qu'ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas les secteurs de la culture qui sont vraiment à la base de leur richesse. Hein. Si on n'est pas là, il n'y a plus rien dans les tuyaux, d'accord ? Donc, nous, notre objectif à la SACEM, c'est au travers d'un rassemblement qui s'appelle France Créative et aussi d'un rassemblement au niveau européen qui s'appelle Europe Créative, de vraiment faire en sorte que tous les secteurs culturels se battent ensemble contre les GAFAM pour obtenir dans cette directive dont vous avez parlé, hein, obtenir dans cette directive que enfin il y ait une disposition qui dise les GAFAM doivent négocier avec les secteurs culturels et leur payer de l'argent. Après, à mon avis, une fois qu'on aura obtenu ça, on lavera notre linge sale derrière les volets. Les éditeurs et les auteurs partageront l'argent. Non, mais je veux dire, on partagera la valeur qu'on aura réussi à prendre à ces GAFAM. Mais pour moi, l'essentiel, c'est de ne pas se perdre, en tout cas d'essayer de focaliser plutôt nos objectifs et nos énergies sur les GAFAM. Et Marie l'a bien dit, les auteurs ont été là toujours. Ils ont toujours soutenu la lutte pour aller trouver la valeur auprès des GAFAM. Et ensuite, quand on aura réussi à faire bouger les lignes européennes sur ce sujet, je suis sûre qu'on aura de longues discussions sur le partage de la valeur entre les différents secteurs et dans les secteurs entre les différentes parties, auteurs, éditeurs, producteurs, etc. Voilà ce que je voulais vous dire pour commencer. Mais elle va y revenir tout à l'heure, parce que quand on va parler des nouveaux modèles, elle va sûrement nous le redire. Et Antoine, il a bien fait la transition tout à l'heure, parce que je voulais qu'on entame le deuxième chapitre, Trop c'est trop, qui c'est l'idée de la surproduction, mais implicitement, tout ça, tout est dans tout et réciproquement, comme dit l'autre. Donc, implicitement, on vient déjà d'en parler, mais si tu pouvais recadrer ce truc sur le trop c'est trop, Antoine, je serais content. Du point de vue de l'auteur que je suis, c'est vrai qu'il y a une certaine consternation devant la multiplication de la production éditoriale de livres, parce que souvent, indépendamment du fait des livres qui, de la vie générale, servent à pas grand-chose, il y a aussi des livres qui sont mal traduits, il y a des livres qui sont mal édités, avec des éditeurs et des grands noms, hein. Je vais pas citer de noms, mais 70 fautes d'orthographe dans un livre qu'on paye 23 €, il y a tout de même un problème, hein. Des livres qui n'ont pas été relus, des éditeurs qui font pas leur boulot d'éditeur, et Dieu sait que le boulot d'éditeur c'est important, et cette surproduction. Pourquoi ? Parce que chaque éditeur se dit, si je fais pas tant de centaines de livres par an, je vais t'oublier des lecteurs, je vais t'oublier des libraires, et je produis. Et ça me fait penser un petit peu à l'affaire des missiles États-Unis, URSS de la belle époque. On faisait des missiles, d'autres missiles, des contre-missiles, donc ils faisaient aussi des contre-missiles, et avec une énorme perte d'énergie. Et puis un jour, justement, les Russes avaient installé des missiles en Allemagne de l'Est, et un Américain a demandé à un général russe, mais enfin, pourquoi est-ce que vous relancez la course aux armements comme ça en installant des missiles en Allemagne de l'Est ? Et le général russe a répondu, on l'a fait parce qu'on peut le faire. Et en fait, c'est exactement la même chose avec l'édition. Mais pourquoi vous faites ces centaines de bouquins par an au lieu de plus réfléchir ? On le fait parce qu'on peut le faire, hein. Nos imprimeries sont prêtes, notre diffusion demande, les libraires sont pas contre, et puis peut-être qu'on va trouver le jackpot. Donc on fait. Les lecteurs sont désorientés, les libraires sont écœurés, et il arrive souvent qu'on achète des livres qui n'auraient pas dû être édités, ou au moins sur lesquels on aurait dû prendre du temps
pour les éditer et faire un véritable travail qui aujourd'hui est de moins en moins fait, c'est-à-dire que les vrais éditeurs qui font un vrai boulot pour chaque livre ont tendance à se réduire. Les auteurs sont de plus en plus maltraités par les éditeurs. On leur dit, écoutez, vous êtes édité, vous devriez être content, vous n'allez pas en plus être payé, il ne faut tout de même pas exagérer, vous pouvez envoyer le livre à vos neveux, etc. Et c'est une dégradation constante, et Marie Sellier dira pas le contraire. Tous les ans, ça se dégrade un peu plus, et l'auteur devient une espèce de variable qui ne compte pas beaucoup, alors que c'est lui qui est à l'origine de tout. Si l'auteur a écrit une bonne histoire, ça va suivre derrière. Et si l'histoire n'est pas bien montée, rien ne se passera. Alors je pense qu'Antoine Lefébure a eu une mauvaise expérience d'édition parce que ça ne ressemble pas à l'ensemble du paysage éditorial français. Il suffit de regarder cette rencontre quand même extraordinaire entre les auteurs et leur public pour voir que quand même cette rencontre existe. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet de surproduction. Moi j'en fais pas la même lecture que vous. Lorsque l'on essaie de répertorier le nombre d'auteurs que l'on a en France, alors suivant les statistiques, on en a 200 000, 250 000, 300 000, suivant qui passent par une maison d'édition ou qui sont auto-édités, c'est quand même le résultat d'une richesse extraordinaire, c'est-à-dire on a énormément de gens qui écrivent avec plus ou moins de talent, on est d'accord, mais énormément de gens qui écrivent. Il faut que l'on puisse donner accès aussi à un public, à l'ensemble de ces travaux, c'est un travail, à l'ensemble de ces travaux d'écriture, que ce soit de la fiction, du récit, du document ou des livres pratiques, ça qu'importe. Le français écrit beaucoup et peut-être plus que dans d'autres pays. C'est une première donnée. Une deuxième donnée, c'est effectivement le fait que les résultats, si l'on parle économie dans l'édition, le résultat des maisons d'édition vient le plus souvent de la distribution. C'est une donnée, c'est peut-être pas très sexy à dire, c'est peut-être pas très glamour, mais c'est une réalité. La distribution est un vecteur essentiel du maintien économique d'un secteur entier de l'édition. Alors, effectivement, Antoine... Dis ce que c'est que la distribution. Alors, la distribution, vous entendez parler, quand on parle du livre, de diffusion et de distribution. La diffusion, c'est la vente. Donc, la vente, essentiellement, des éditeurs vers les points de vente, vers les libraires. Donc, c'est une diffusion à 2 étages. On ne vient pas vous démarcher, vous, le public, directement. Ça passe par les libraires et par les points de vente. Et puis ensuite, c'est la logistique. La fabrication, le stockage et la distribution dans les différents points de vente de l'ensemble des livres. Et effectivement, c'est une opération à valeur ajoutée qui nécessite des investissements industriels extrêmement importants et qui conduisent aujourd'hui les distributeurs à aller vers ce qu'on appelle l'impression à la demande, c'est-à-dire que l'on va bientôt, et ça se fait déjà beaucoup, chez Interforum, le système a généré plus de 2 millions d'ouvrages déjà depuis le début de cette année. Ça se passe dans le centre de distribution. C'est-à-dire, ça ne se passe pas dans un garage quelque part, dans une maison ou chez un libraire. Ça se passe dans un centre de distribution. Et effectivement, la rentabilité des investissements passe aussi par une mise en avant d'un nombre important de titres. Mais on n'a pas aujourd'hui une inflation trop forte du nombre de titres produits, je ne crois pas. Je crois que une incidence importante, et là Marine ne me contredira pas, c'est que plus on produit, plus il faut faire marcher l'outil, moins les tirages sont importants et moins la rémunération des auteurs est évidente. Donc ça, c'est quelque chose, en revanche, sur lequel il faut travailler, parce que c'est un point négatif de l'édition. Je pense que beaucoup de maisons d'édition, j'en parlais hier avec plusieurs éditeurs qui sont présents sur cette foire, tous sont en train de construire leur budget 2019 et tous prévoient une baisse du nombre de titres prévus pour l'année 2019. Est-ce qu'elle se réalisera ? Je n'en sais rien. J'ai été éditeur pendant 30 ans et diriger des maisons comme Robert Laffont, Plomb, etc.
J'ai toujours construit mes budgets dans cette idée-là et je ne l'ai jamais suivi pour les raisons que je viens de dire, mais aussi parce qu'il y a énormément de talents qui circulent et qu'on a envie de les faire connaître au public. J'aimerais répondre. J'adore ton optimisme et j'aimerais pouvoir y croire, mais qui le premier va commencer à moins publier? Donc oui, on a dans l'idée qu'il faudrait globalement réduire cette pléthore de livres. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 200 livres, nouveautés qui paraissent par jour. Qu'en une année, l'année dernière, il y a eu 81 000 nouveautés dans l'année. Il faut savoir que les livres, la production de livres a été multipliée par 2 en 20 ans. Mais que le tirage, lui, a diminué de moitié. Donc on est dans une situation... alors pour les éditeurs s'y retrouvent. En fait, le chiffre d'affaires, il est à peu près constant, le chiffre d'affaires de l'édition. Mais les auteurs, eux, non, parce qu'ils n'ont pas cette péréquation. Il n'y a pas cette péréquation entre le titre qui va marcher et le titre qui ne va pas marcher. Moi, ce qui me frappe dans ce système, quand même, dans ce qu'on appelle cette cavalerie, c'est effectivement ce dont tu parlais, c'est le poids de la distribution. Si on considère que les retours des libraires sont effectivement de 20%, alors on peut dire que 100 millions de livres vont transiter et ne rien rapporter aux auteurs pour 400 millions vendus. Mais vous imaginez ce que ça représente, même le poids écologique, poids économique pour l'auteur et le poids écologique. J'ai vraiment l'impression que le système est devenu malade. Et c'est d'autant plus frappant et c'est pour ça qu'on peut faire un lien avec ce qu'on a dit en première partie, d'un côté, à la base, les gens lisent de moins en moins, et au-dessus, on a notre bulle où il y a de plus en plus de livres. Qu'est-ce que ça signifie? Où est-ce qu'on va? Moi, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on va dans le milieu. Et ce que je prône, moi, c'est qu'il y ait véritablement moins de livres et qu'effectivement, on ait recours à l'auto-édition ou pour publier un certain nombre de lots, que les livres soient mieux défendus par les éditeurs et que les auteurs soient mieux rémunérés pour chacun de leurs livres. Aujourd'hui, le taux moyen de droit d'auteur est aux alentours de 7%, avec bien inférieur dans certains secteurs, je pense à la jeunesse notamment. Nous demandons 10% de droits pour tous les auteurs. Et puis ensuite, on peut discuter. Voilà. Tu signes? Pas tout de suite. On est dans l'oral pour l'instant. On est dans l'oral, on n'a pas fait les papiers. Non, je voulais juste donner un chiffre. Il y a 15 ans, sur 10 livres qui étaient publiés, 4 gagnaient de l'argent et 6 en perdaient. Aujourd'hui... Pour l'éditeur. Pour l'éditeur, absolument. Aujourd'hui, c'est plus 4 qui en gagnent, mais c'est 2. Donc on est dans un schéma qui n'est plus vertueux, et c'est vrai que c'est une question qu'il faut vraiment adresser et sur laquelle on se doit de donner des réponses, sans quoi la majorité des maisons d'édition va devoir fermer. Mais ça veut dire que l'éditeur continue de prendre des risques malgré tout, alors que le mur quand même se rapproche. Donc il faut maintenant effectivement se poser les bonnes questions, et je serais très intéressé d'entendre mon voisin de gauche parce que il a développé un nouveau modèle d'édition que j'aimerais bien connaître, parce que peut-être que c'est lui qui détient une partie de la clé. Non, il détient, mais je voudrais poser avant, pardon Guillaume, non, tu gardes le micro, mais si tu le rends à Pierre, parce que dans cette affaire de 2 livres qui gagnent pour 8 qui ne gagnent pas, tu dis l'éditeur prend toujours des risques. Est-ce que c'est un risque ou est-ce que, je finis ma question, je ne suis pas les idées très claires, est-ce que c'est un risque ou est-ce que c'est un pari? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas en train d'espérer que les deux compensent? Et la question subsidiaire, c'est... question, on va peut-être pas aborder, mais quelle est la part du livre de création que l'auteur apporte et quelle est la part du livre fabriqué qui est un livre marketing entre guillemets?
Alors, je peux vous faire part d'une expérience personnelle sur, effectivement, ce deuxième point. Lorsque je dirigeais Robert Laffont, nous recevions par la poste, entre guillemets, 6000 manuscrits par an, et j'avais 2 personnes plus des étudiants qui travaillaient à en faire le tri à longueur de journée. 15% à peu près même pas, 10% de ces titres faisaient l'objet d'une mise en lecture. 10%, ça fait entre 5 et 600, entre 5 et 600 ouvrages qui faisaient l'objet d'une lecture. Sur ces lectures, ces 600, à peu près 10% venaient jusqu'à l'éditeur. Donc on n'est plus qu'à 50 ou 60. Et on en publiait les bonnes années 2 ou 3. Donc le reste, ce sont soit des auteurs récurrents qui ont l'habitude et qui publient chaque année un titre, et le reste, ce sont ce que l'on appelle des commandes. C'est-à-dire on s'adresse à un auteur ou l'auteur s'adresse à l'éditeur. Bref, il y a une discussion qui s'engage sur un projet et ce projet donne naissance à un livre. Et ça montre qu'il ne faut pas désespérer parce qu'à la fin, il y en a quand même 2 ou 3, mais que le chemin est long et difficile. Et la plus grande difficulté pour l'éditeur, c'est de savoir dire non et de choisir. Et là, le pari, à une certaine époque, est devenu un risque. Parce que Marie citait un chiffre de droit d'auteur de 7% en moyenne. Le chiffre comptable de l'édition française, c'est 450 millions d'euros de droits d'auteur dans le compte d'exploitation de l'ensemble des maisons d'édition françaises, 450 millions d'euros. Sur les 4 milliards 400 millions dont je parlais tout à l'heure, c'est entre 10 et 11%. Ça veut dire que, il y a des best-sellers et des auteurs qui gagnent beaucoup plus que les 7%, que de plus en plus, quand même, on avance vers les 10%, tout au moins en littérature générale, de plus en plus. Et vraiment, je souhaite qu'on y aille, voire même qu'on le dépasse à chaque fois que c'est possible. Mais ça veut dire que l'éditeur prend un risque dans le sens où il paye un avaloir à l'auteur et que dans 8 cas sur 10, il ne le couvre pas avec les ventes. Je suis d'accord avec toi, bien sûr, sur ces chiffres que je connais, mais il faut aussi savoir qu'il y a les directeurs de collection qui sont dans ces chiffres et qui représentent une quantité non négligeable. On est bien placé pour le savoir. Tout à fait vrai, et c'est pour l'ensemble. C'est pour ça que je ne dis pas que l'éditeur est payé 11%. Je dis que l'ensemble de la charge des droits d'auteur pour un éditeur, c'est ça. Et ça représente à peu près entre 10 et 11%. Bon, ben voilà un deuxième résultat concret de ces rencontres. C'est quand même Pierre qui fait une formidable proposition d'aller au moins vers les 10 et au-delà. Donc, non, mais je fixe pas de chiffres, mais je pense que c'est un chemin qu'il faut que l'on emprunte ensemble. Deuxième résultat concret. On en parle beaucoup ensemble. On n'avance sûrement pas assez vite pour Marie, mais je pense que c'est un chemin qu'on doit emprunter si on veut voir ce rayonnement perdurer et l'édition française continuer à exister. Si elle se développe moins, au moins à exister. Bon, alors à la demande de Pierre, maintenant on va écouter Guillaume qui n'a rien dit depuis 1h30 et qui en meurt d'envie de parler et qui va nous raconter son truc. Ouais, merci. Alors effectivement, punaise, c'est moi qui vais apporter la solution. Non, je vais apporter une solution avec Alexis, parce que effectivement, je vais reprendre ce qu'a dit Alexis, je vais reprendre aussi ce qu'a dit Claire, je vais reprendre ce qu'a dit tout le monde. Mais 3 choses. Quand on lance un métier aujourd'hui, une entreprise, ce serait dommage de ne pas tenir compte du contexte, de l'évolution du monde dans lequel nous sommes. Et créer une maison d'édition en pensant qu'il faudrait la faire exactement comme elle a été il y a 20 ans, ce serait une erreur. Et c'est pour ça qu'en créant 100 000 milliards 10 puissance 14, parce que vous faites tous des mathématiques, je me suis dit, après avoir travaillé chez un grand éditeur parisien, que le modèle méritait d'évoluer. Et il mérite d'évoluer parce que la technologie est là et qu'elle apporte des réponses que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça a été évoqué par Pierre sur l'impression à la demande, mais aussi des réponses que nous ne connaissons pas encore et qui vont arriver, et je pense on va en parler après. Mais alors premièrement, le contexte. Et le contexte, effectivement, c'est la technologie est là.
je fais de l'impression à la demande avec un grand acteur de l'édition française qui fait que un libraire commande un livre, il le reçoit 48 heures après. Il le paye. C'est-à-dire qu'il est payé, imprimé, envoyé. Et il n'y a pas de retour. Le libraire l'a payé, je refuse tous les retours. Il n'y a donc aucun gâchis. Et là où on vit un monde qui est en train de se transformer radicalement, où l'écologie est devenue fondamentale pour agir dans notre environnement, là, il y a zéro retour, zéro d'ailleurs pilon, c'est-à-dire qu'on ne détruit rien. Vous imaginez, le chiffre de 20% a été évoqué. Vous imaginez si je vous dis que 20% des voitures neuves qui ont été créées vont être détruites neuves. Ben, c'est ce qui se passe dans le livre, ce qui se passerait dans le livre. Et ben, chez 100 000 milliards, c'est 0%. Enfin, après, les libraires ou les lecteurs peuvent les détruire. Mais chez moi, on ne les détruit pas. Deuxième truc important, c'est effectivement ce qui a été évoqué par Marie, par tout le monde, c'est on vit dans un monde qui est en total bouleversement. On parlait du chiffre il y a 20 ans, mais il y a 30 ans, on était 50 millions, une population de 50 millions, je crois. Aujourd'hui, on est proche de 65 millions. On ne peut plus agir de la même façon aussi. Donc, dire qu'il faut continuer à payer plus certains et pas d'autres, etc. Moi, je crois au bénéfice pour tous. Et donc, quand le chiffre de 10% a été évoqué, ça m'a fait très plaisir parce que c'est ce que je rémunère, c'est le chiffre que je mets dans mes contrats pour mes auteurs. C'est-à-dire que à partir du moment où j'ai plus de retour, où j'ai plus de stockage et où j'ai plus de pilon, ça me fait des frais en moins, donc je peux les donner à l'auteur, les partager avec lui. Bête calcul, voilà. Et alors le troisième truc, c'est qu'effectivement, je suis d'accord avec Alexis, c'est qu'on ne mesure pas tout ce que la technologie peut apporter aujourd'hui. Il y a le prix Nobel de physique qui a été décerné à un Français qui est un champion du laser pour des découpages qu'il fait dans les yeux, mais il a expliqué qu'il était capable aussi avec son laser, il y travaille, de réduire le cycle de décomposition de l'uranium qu'on utilise dans les centrales nucléaires et dont on ne sait pas quoi faire et qu'on enterre très 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 loin parce qu'il va être radioactif pendant des centaines de milliers d'années. Et lui, il dit, je peux le réduire si on y arrive à quelques dizaines d'années. Donc on n'est pas capable aujourd'hui d'imaginer ce que la technologie va nous apporter. De même qu'on n'était pas capable, quand j'étais chez le grand éditeur parisien, de savoir que l'impression à la demande, excusez-moi, allait effectivement apporter une solution au problème de la surproduction et de la distribution efficace. Et ça, il faut en tenir compte. Par exemple, je pense que les intermédiaires et les GAFA sont devenus trop importants, mais on peut les contourner. Aujourd'hui, on peut déjà commencer à réfléchir à quoi sert la blockchain. Est-ce qu'il n'y a pas des monnaies virtuelles qu'on pourrait utiliser, qui seraient utilisables uniquement, exclusivement dans le secteur de la culture? Pourquoi il y a une carte Fnac qui récompense ceux qui dépensent de l'argent dans les téléphones mobiles en leur offrant d'autres téléphones mobiles? Mais pourquoi on ne pourrait pas imaginer ceux qui achètent des livres et les récompenses avec tous les acteurs du secteur? Moi, sur mon modeste site 100 000 milliards, j'essaie de récompenser ceux qui achètent, certes, mais ceux aussi qui promeuvent, font le bouche à oreille et convainquent leurs amis, leurs connaissances d'acheter nos livres. Et donc, c'est des choses qui, technologiquement, sont possibles. Alors, tout seul, c'est difficile, mais on s'en fiche. Si on ne le fait pas, on n'y arrivera pas. Donc, il faut le faire. Et ben voilà. Aujourd'hui, on parle d'une économie, comme l'a rappelé Pierre, qui tourne autour de 4 milliards. La mise en place d'un Astérix, c'est 2 millions d'exemplaires au premier tirage. On fonctionne sur un système d'office auprès de nos libraires. C'est-à-dire que nos libraires commandent les livres à l'office et les reçoivent. Donc on a des mises en place énormes, on a des tirages énormes. Au jour d'aujourd'hui, on ne fait pas 2 millions d'exemplaires en POD, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Donc c'est formidable d'expérimenter, mais il faut comprendre que nous, d'abord, le pilon, c'est du recyclage. Notre papier pilonné, il est recyclé. Les 20%, ils ne disparaissent pas dans la nature. Ce n'est pas un gâchis, c'est du papier recyclé qui va être réutilisé.
parce que nos éditeurs sont engagés de plus en plus dans des filières de développement durable, y compris sur l'acquisition du papier. Il y a eu un scandale quelques années, c'était pas l'édition qui pratiquait le papier, déforestation, etc. C'était d'autres secteurs de l'imprimerie, pas l'édition. L'édition est engagée dans une démarche durable. Et par ailleurs, c'est formidable d'expérimenter, mais à ce stade, je te souhaite d'avoir un jour Goscinny et Uderzo chez toi, les nouveaux en tout cas. À ce stade, on est sur des gens qui cherchent face à une chaîne industrielle qui, elle, va mettre beaucoup de temps à tourner. Mais les éditeurs français sont remarquablement intelligents. Par exemple, un exemple dans l'histoire, quand ils prennent l'exemple de la musique, quand ils voient ce qui se passe dans la musique, ils obtiennent une loi sur le prix unique du livre numérique qui les empêche de se faire désosser par rapport à la musique. Moi, on me dit toujours les éditeurs se lancent pas dans le numérique, mais bien sûr que si. Ils ont des dispositifs de R&D, ils ont des équipes qui cherchent, ils ont des équipes qui avancent. Mais pour faire tourner une chaîne industrielle sans détruire les emplois qu'a évoqué Pierre et les 80 000 emplois de la chaîne du livre, il faut être extrêmement vigilant, faire attention, progresser, conserver l'économie qu'on a, qui est là, qui est celle du livre papier et du livre de poche, parce qu'elle rapporte de l'argent à ce stade, alors que le livre numérique en rapporte beaucoup moins. Et donc, il faut tourner doucement, il faut accompagner le changement, mais c'est juste ça, c'est un accompagnement du changement. C'est aussi le rôle de l'État. L'État est là pour voir à travers la direction du livre et de la lecture ou à travers le CNL, pour voir les évolutions, en discuter avec les professions et accompagner, soit en normatif, c'est-à-dire la loi sur le prix unique du livre numérique, etc., soit en aide directe au projet de diversification. Au CNL, on a mis en place une nouvelle aide qui n'existait pas du tout avant, qui est l'aide à la surdiffusion. Pierre a évoqué la diffusion. Elle atteint ses limites. C'est-à-dire qu'elle permet de présenter les livres aux libraires, mais elle ne permet pas de mettre en avant des auteurs, de les aider à la fois en tournée d'auteur et sur le numérique. Ça, c'est un nouveau besoin des éditeurs, donc on accompagne ça. Mais sur une chaîne de 4 milliards, on ne rentre pas dans l'innovation comme ça du jour au lendemain, sinon on détruit la chaîne. Pierre ? Je voudrais juste effectivement compléter ce que dit Vincent, avec lequel je suis tout à fait d'accord. C'est vous donner un chiffre encore, mais le chiffre du numérique. On parle beaucoup du numérique, mais finalement, ça représente combien ? Eh bien, sur une échelle de 100 et de 100%, aujourd'hui, d'après les statistiques du syndicat national de l'édition, c'est un peu moins de 9% du total, incluant l'édition professionnelle, c'est-à-dire pour les avocats, les médecins, les experts comptables, etc. En littérature générale, c'est-à-dire ce que l'on voit ici, c'est 4,5%. 4,5%, ça veut dire que 95% des livres produits le sont physiquement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important parce que c'est contre-intuitif par rapport au discours général. Non, mais c'est la grande affaire de l'innovation et d'un moment donné, de la conduite du changement, de la recherche et de l'innovation. Le temps n'est pas encore venu, on aura une voiture autonome volante qui nous lira Proust avec la voix de Catherine Deneuve. Faut jamais dire ça. On n'en est pas là encore, mais ça arrive. Non mais revenons sur cette histoire de prix unique du livre numérique, parce qu'elle est fascinante de ce qu'elle dit de nos métiers. On voit la musique se faire désosser par des acteurs qui ne produisent pas de contenu et qui d'un seul coup décident qu'une chanson, ça vaut 0,99, qu'on peut acheter à la chanson, ce qui tue tous les concepts albums. C'est-à-dire que Tommy Daewoo, aujourd'hui, c'est complètement impossible. Donc voilà, on accumule des chansons qu'on garde, et c'est une destruction de valeur, y compris pour les auteurs, pour les producteurs de contenu et pour les auteurs. Que font les éditeurs français ? Ils demandent et obtiennent une loi sur le prix unique du livre numérique. J'entends régulièrement des tartuffes dire « le livre numérique est trop cher ». Mais d'abord, ça n'est pas vrai, parce qu'il y a une valeur à écrire un livre, il y a une valeur à le publier, même en numérique, il y a une valeur à l'éditer. Voilà, et il faut que cette valeur soit rémunérée et à le vendre. Il faut que toutes ces valeurs-là soient rémunérées. Et d'autre part, quand bien même ce serait vrai, mais tant mieux si ça permet de maintenir une chaîne de 80 000 emplois en vie, en bonne santé, capable d'investir, de recruter des gens, de les former et de vendre des livres dans des foires aux livres comme celle-là. J'aimerais ajouter un truc. Ouais. En 1997, Bill Gates a dit un truc assez marrant. Il a dit, en 2015, il n'y aura plus de papier.
Ce sera terminé, ce sera que du numérique. Bon, bah, on voit un peu qu'il s'est planté. Qui s'est planté en beauté, c'est d'ailleurs assez marrant parce qu'il fait beaucoup de recommandations de lecture de livres papier maintenant sur les réseaux. Donc ça lui arrive de se tromper, mais il y a quand même un point important. Les chiffres du numérique en France, ils sont vachement intéressants parce qu'ils sont très 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 différents de ceux qu'il y a aux États-Unis ou en Angleterre. Et la France, et on parlait d'Astérix, au titre du numérique, et ça je vous laisserai peut-être revenir sur l'histoire de tout ça, c'est quand même un petit village gaulois par rapport à ce qui se passe partout ailleurs. Et on peut parler de l'audio. Les chiffres de l'audio, c'est pas du tout les mêmes aux États-Unis, en Allemagne, dans les pays nordiques. En France, ça existe quasiment pas l'audio. Le numérique, il faut dire quelque chose, et je vous le disais tout à l'heure sur les chiffres, ça baisse. Le e-book, ça baisse à peu près partout où ça stagne. Et ça rejoint ce que disait Bill Gates, on s'est planté sur le numérique. On pensait que le numérique allait complètement faire disparaître le papier, et heureusement, ça n'a jamais été le cas. Mais voilà, il y a peut-être un sujet sur cette réflexion autour du numérique en France versus ailleurs aux États-Unis. Si je dis pas de conneries aux États-Unis, je crois que c'est autour de 30%. En Angleterre, c'est autour de 25%. Mais c'est en train de baisser effectivement. Chez nous, c'est en train de stagner. Ça n'a jamais vraiment monté non plus. Hein. Le moment est venu pour Claire de nous dire comment elle s'est fait désosser. Merci. L'exemple de la musique. L'exemple de la musique. Alors, on s'est fait désosser, mais c'est vrai qu'on n'avait pas la chance, comme vous, d'avoir déjà un prix unique de la musique soutenu par l'État en physique. Hein. Nous, on est dans la musique, on n'a pas de centre, il faut le savoir, qui soit un centre étatique comme le CNL ou le CNC pour le cinéma. On est un marché purement privé et compétitif, ce dont on ne se plaint pas forcément d'ailleurs. Alors, l'expérience de la numérisation musicale, elle a été faite assez rapidement, comme je vous le rappelais tout à l'heure. Pardon, il faut que je m'avance un peu. Sinon vous ne me voyez pas, c'est quand même embêtant. Vous y perdez beaucoup. Voilà. Donc, c'est vrai que la musique est devenue un produit de consommation, on va dire unitaire, hein, principalement. On n'est plus à l'album, on est vraiment au morceau. Mais ça entraîne un système qui est, je pense, quelque chose que vous êtes en train de commencer à vivre. Quand vous dites trop, c'est trop, ce que vous rappeliez et ce dont j'ai déjà entendu Marie parler plusieurs fois, ce qui est le système, on va dire, de l'explosion du choix pour les consommateurs. En musique, il faut savoir que sur des plateformes numériques comme Deezer ou Spotify ou Qobuz, eh bien, vous avez à disposition plus de 40 millions de titres à chaque fois. 40 millions de titres. À 3 minutes et quelques la chanson, vous laisse faire le calcul, il vous faudrait plusieurs vies pour tous les écouter. Donc en fait, l'un des sujets qui est celui de la musique et qui est partagé de plus en plus par le livre, c'est ce sujet de qu'est-ce qu'on fait nous en tant que lecteurs ou en tant que personnes qui écoutons de la musique, comment on se repère finalement dans cette jungle de production, de titres, d'artistes, et est-ce que tout ça, in fine, c'est bon pour le consommateur et c'est bon pour les acteurs de la chaîne. Quand Internet a commencé à numériser la musique, il y a eu un article qui est resté très célèbre pour nous, les spécialistes du secteur, dans un magazine qui s'appelle Wire, en bon américain, qui est un magazine de technique, hein, de technologie et de pensée sur la technologie et le futur, qui expliquait que Internet allait justement résoudre tous les problèmes de choix avec la longue traîne. Alors, je vous rappelle rapidement, hein, pour les non-spécialistes, que ça veut dire la longue traîne. Tout simplement, cet article expliquait que dans une librairie, chez un disquaire, vous avez un certain nombre de références, je crois, chez un disquaire de petite taille, ça devait être 5000 références ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas exactement en librairie qu'est-ce que c'est, mais voilà, vous démarrez, j'allais dire, à 6 ou 10 000 références peut-être, ce qui est déjà énorme, hein, en soi, mais qui n'est pas non plus, vous n'avez pas forcément trouvé tout ce que vous cherchez, surtout si vous avez des goûts très particuliers, très pointus. Et donc, l'Internet allait nous sauver de la culture de masse. C'est un peu ça, hein, l'idée. Vous alliez pouvoir, vous, sur Internet, trouver toute la musique que vous voulez. Si vous, ce que vous aimez, c'est le métal hawaïen des années 50,
vous n'alliez pas le trouver dans une... J'invente, je plaisante. Il y en a qui suivent. Voilà. Vous allez pouvoir le trouver sur Internet alors que votre disquaire n'allait pas forcément avoir du métal hawaïen des années 50. Bon. Bref, on a tous un peu rêvé à cette longue traîne qui devait permettre en fait à des publics de niche de rencontrer finalement des créations de niche, mais de manière démultipliée. Tous les petits auteurs, compositeurs, éditeurs de musique qui faisaient des choses très très pointues allaient pouvoir vivre enfin de leur art grâce à Internet, alors qu'avant ils étaient bloqués tout simplement par la taille des rayons chez les disquaires. 20 ans après, je suis au regret de vous dire que la longue traîne n'existe pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Nous, on fait des études, on voit apparaître des études régulièrement. Je vais vous donner un chiffre pour vous faire comprendre le problème. Sur Spotify, d'accord, grande plateforme numérique de streaming de musique que vous pouvez avoir soit en gratuit en partie, soit en payant, eh bien, 2% des chansons, 2% font 90% des consommations. 2% des chansons, 90% des consommations. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ? Eh ben, on s'est rendu compte que Internet, ça ne faisait que renforcer la concentration de la consommation, la concentration du top 10. C'est même plus un top 10, c'est vraiment devenu un top 2%, quoi. C'est important ça parce que les questions que commencent à se poser, mais même se posent nos amis du secteur du livre, nous on est en plein dedans avec la musique, c'est comment on fait en sorte que Internet ne tue pas la diversité culturelle. Et ça devient de plus en plus compliqué parce que quand vous allez sur des plateformes américaines de films d'abonnement à 10 € par mois dont je ne donnerai pas le nom, on va vous faire des recommandations. Quand vous allez sur Amazon aussi, vous avez acheté des livres, on va dire vous avez aimé ça, peut-être vous allez aimer ça. Alors moi je suis une lectrice complètement iconoclaste, donc en général ça marche jamais. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens pour qui ça marche. Et petit à petit on va vous enfermer dans une bulle culturelle. Et vous n'allez même pas vous en rendre compte. Et il y a déjà une plateforme au moins en Chine, ils sont très bien les Chinois pour la dystopie, où on vous propose même plus de barre de recherche. Comme vous avez acheté tel livre, tel film, vous avez écouté telle musique et tout, ce qui apparaît sur votre écran de téléphone, de tablette, d'ordinateur, c'est que des propositions de la plateforme en question. Flippant, quand même. Enfin, moi, en tout cas, je trouve ça très effrayant. Donc, pour finir un peu sur cette question de la longue traîne et du choix et de comment on continue à avoir de la diversité culturelle et du choix tout en naviguant la problématique de la surproduction, je vous donnerai un exemple que je trouve super. C'est Pascal Nègre qui a donné cet exemple dans un livre qu'il a publié il y a quelques années qui s'appelle Sans contrefaçon. Pascal Nègre qui était à l'époque le patron d'Universal Music France. Et il disait en fait le problème de l'Internet c'est un peu le même problème que quand vous allez au restaurant chinois. Vous avez une carte en général qui fait 40 pages. Il y a tellement de choses dans la carte qu'à la fin vous allez toujours commander la même chose, c'est-à-dire en gros des nems et du porc à l'aigre douce, quoi. Voilà, je vous laisse avec cette pensée sur la diversité culturelle et sur la prescription à l'heure d'Internet. C'est vrai que l'exemple de la musique est extrêmement inquiétant pour le secteur de l'édition. On y vient peut-être. Il est possible que dans quelques années, 3% des auteurs, éditeurs, fassent 95% du marché. On commence à avoir des phénomènes où des maisons d'édition ne se feront racheter que parce qu'elles ont 2 auteurs qui vendent énormément. Et ça nécessite une grosse bagarre, de la même manière que la bagarre avec les GAFA est important. Alors pourquoi j'étais sceptique ? C'est pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences d'éditeurs. J'en ai eu des mauvaises et des bonnes. Donc maintenant je sais ce que c'est qu'un travail d'éditeur, parce qu'il y a des éditeurs qui font leur boulot. Je l'ai vu moi en tant qu'auteur, et d'autres qui font pas leur boulot. Donc je discrimine très bien maintenant. Et ce que je vois, c'est qu'il y a une dégradation des conditions de travail des éditeurs qui font des économies dans leur relation avec les auteurs. Donc ça se dégrade globalement. Et en tant que lecteur, des livres qui n'ont pas été édités, j'en achète toutes les semaines. Et ça, c'est un véritable problème parce que c'est dissuasif. Quand vous avez un bouquin d'un grand éditeur avec 70 fautes d'orthographe, si vous connaissez un peu le français, ça devient pénible à lire. Alors cette bagarre doit être faite
je suis aussi sceptique sur la bagarre contre les GAFA, c'est-à-dire que les éditeurs et les gouvernements mènent la bagarre contre les GAFA, et je sens quelque chose de biaisé là-dedans. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Et c'est bien que les auteurs soutiennent cette bagarre, mais je trouve qu'ils devraient le soutenir de manière critique, parce que est-ce que c'est pas d'une certaine manière renforcer les GAFA? Je crois que la seule garantie d'une bonne santé de ce secteur de l'édition, c'est un peu ce qu'on voit à Brive, c'est-à-dire d'abord des auteurs qui travaillent et qui ont du talent, et puis des lecteurs qui sont contents de les rencontrer. Et en fait, c'est sur ce binôme qu'un avenir radieux pourrait arriver. Oui. Avec une évolution qu'on sent bien quand on est à Brive, c'est que les métiers ont changé. Un auteur de la fin du 19e siècle donnait son manuscrit à son éditeur qui s'occupait de le diffuser dans des librairies où des libraires venaient conseiller des... Aujourd'hui, non, les auteurs deviennent des rockstars. Les auteurs deviennent des rockstars. Les éditeurs deviennent des agents d'artistes. Et le métier devient un métier de spectacle vivant, paradoxalement. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais juste réagir pour donner un autre point de vue sur le sujet de la recommandation et du tunnel de recommandation, parce que c'est un vrai sujet qui existe dans le web depuis très longtemps. En répondant à la question de mon ami Daniel, qui m'a dit à l'oreille, et la liberté de l'acheteur. Oui, c'est exactement ça. Le web vous fait effectivement des recommandations, mais il y a plein de contre-exemples de tunnels. Alors, Amazon, vous achetez un bouquin, on vous recommande aussi celui-là de deux façons. On vous dit, vous pourriez aimer ça, ou alors ceux qui ont aussi acheté ça ont aimé tel autre truc. Mais ça, sincèrement, ça se passe sur le web, mais quand il n'y avait pas le web, on faisait comment? On demandait à quelqu'un qui avait acheté le bouquin. On appartient tous à des communautés et à des bulles. Je veux dire, je lis tel auteur, j'appartiens à une bulle de gens et de communautés qui aiment tel auteur, et donc je vais de toute façon être enfermé dans ma bulle. Donc pour moi, le problème, il n'est pas le web, il est comment j'ai une éducation critique, une éducation à la curiosité pour faire la démarche de sortir du tunnel. Et franchement, c'est un sujet qu'on a tous et pas que sur le web. Et puis après, il y a des contre-exemples quand même sur le web. Il y a des sites de blogging que vous connaissez comme Medium, qui est plus près de nos sujets écrits d'ailleurs. Et Medium vous fait des recommandations. Alors, Medium, c'est une énorme plateforme qui recense énormément de blogueurs. Une plateforme américaine, puisqu'on parle beaucoup des Américains depuis un certain temps. Et quand vous vous inscrivez sur Medium pour recevoir par email des articles, vous dites ce qui vous intéresse. Et je vous assure que Medium est capable d'aller vous chercher des choses qui sont rarement lues, mais qui correspondent à vos centres d'intérêt. Donc c'est une autre façon de rentrer dans un tunnel. Mais moi, quand je reçois une newsletter de Medium, je suis obligé de me dire « Ah bah oui, j'aimerais d'autres sujets » et faire la démarche critique d'en sortir. Le web a juste accéléré et peut-être amplifié un peu le sujet du tunnel, mais ça existait déjà avant. Je pense qu'il ne faut pas trop jeter l'opprobre là-dessus. Moi, je prends des crevettes grillées, je prends pas du porc chop suey, moi. Tu veux dire quelque chose? Oui, je vais juste dire deux trucs. Le premier, c'est qu'on a commencé par parler de la culture. Eh ben, c'est une culture, le web. C'est une culture qui s'entretient, qui s'apprend, et que les jeunes comprennent très bien. Alors peut-être que nous sommes déjà vieux, mais je pense que ça fait partie de ce que nous devons utiliser et comprendre, connaître et en tirer un profit. C'est quand même assez génial d'avoir accès à des choses phénoménales dans le monde entier. Spotify, c'est dans le monde entier. C'est incroyable. Et le deuxième chose, c'était ce qu'évoquait effectivement le ministre du Pas-Livre, c'est Astérix. Effectivement, j'avais cité la voiture. C'est les voitures hybrides aujourd'hui c'est l'édition hybride qu'il faudrait mettre en avant, c'est-à-dire qu'on fait de l'impression à la demande, bien sûr, et on fait aussi des gros tirages s'il faut. Les acteurs de l'édition sont capables aujourd'hui de faire, les distributeurs sont demandeurs de ça. Et donc on l'utilise. Voilà. Et on s'occupe des auteurs qui deviennent on est leur agent. Je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a une culture du web, mais il ne faut pas oublier que le web, c'est un outil, c'est pas un contenu. C'est là-dessus qu'on est chaque fois baladé par les GAFA, par les Amazon et par les Google et YouTube, parce que les jeunes ont l'impression qu'ils sont producteurs de contenu. Or, ce sont pas les GAFA qui sont producteurs de contenu. Ce sont les éditeurs, ce sont les auteurs. C'est fondamental. Et toutes les problèmes qu'on connaît aujourd'hui viennent de là. Hein. Oui, ce que dit Marie sur les producteurs de contenu, c'est vrai, mais le web, c'est beaucoup plus qu'un outil. Le web, c'est une révolution copernicienne. C'est-à-dire que, en fait, on est là
il y a une vieille malédiction chinoise qui dit « Puissiez-vous vivre des temps intéressants ». On est en plein dedans. On est dans une lessiveuse totale qui détruit la valeur du vieux monde et qui ne sort pas la valeur du nouveau monde encore. On ne sait pas. Et alors là, on va beaucoup plus loin que le livre. C'est-à-dire que toute la crise des États liée à la mondialisation est directement là. C'est-à-dire comment on réinvente un modèle par rapport à quelque chose qui ne peut plus exister comme ça existait. Et nous, on est en plein milieu de tout cela, avec une chance incroyable. La musique, ça a toujours été un art vivant. Il a été dématérialisé à travers le disque. Le disque qui a produit beaucoup de valeur et qui après a été détruit. Et qui est d'ailleurs une des réponses de la musique, ça a été de retourner vers l'art vivant. C'est-à-dire qu'on a eu des auteurs, des chanteurs qui, ne vendant plus de disques, sont revenus à la scène et ont tourné. Nous, on est consubstantiellement liés au livre. On n'est pas un art vivant, nous, même si tu as dit qu'on devenait effectivement de plus en plus, on montre ce qu'on fait et on en parle, mais on n'est pas un art vivant. Nous, on est consubstantiellement liés au livre. Et c'est cette relation consubstantielle qui, au-delà de tout ce qu'on a dit sur l'intelligence des éditeurs et de la loi, donc de l'État français, nous permet de maintenir quelque chose parce qu'on est l'écrit. Point. Voilà, avec la révolution copernicienne, là, tu entames un nouveau débat. On va peut-être y passer l'après-midi ou l'année prochaine, je ne sais pas. Mais enfin, c'est pas mal. En attendant, moi, je vois le public admirable qui n'a pas trop posé de questions, mais qui quand même est complètement à bout de souffle et du rouleau. Monsieur le commissaire de la foire vient nous rejoindre, peut-être. Il y a 14, là, vous êtes 7, donc vous avez 2 minutes chacun au maximum pour porter votre... Moi, je trouve qu'on a balayé beaucoup de choses. Et comme tout ça a été enregistré et sera revisible, il va en sortir plein de propositions concrètes. Antoine. Conclusion, ce que j'ai dit, c'est la merveille que représente Brive qui nous rend tous optimistes. Et c'est ce lien auteur-lecteur qui est de toute façon la seule manière d'affronter un monde qui est effectivement un monde de destruction et de construction. Et la destruction est antérieure à la construction. On ne sait pas ce qui va se construire, mais on sait qu'il y a un noyau là qui existe. Et c'est la seule chose à laquelle on peut faire confiance. Moi, j'ai une confiance limitée dans les éditeurs. J'ai une confiance encore plus limitée dans les GAFA. Je crois que c'est les auteurs et les lecteurs qui, avec les technologies, vont trouver des solutions pour pas faire de l'Internet une machine à lessiver les cerveaux. Oui, moi je peux qu'approuver ce que vient de dire Antoine. Effectivement, je pense que d'abord l'une des solutions, elle est les créateurs, que ce soit des créateurs qui écrivent des livres, des créateurs qui écrivent de la musique, qui font des films, des jeux vidéo ou autres. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'ils se rassemblent tous ensemble au niveau français et au niveau européen. D'abord parce que c'est par eux qui créent, par leur voix, qu'on pourra faire comprendre aux gens qui nous dirigent combien il est important de lutter contre la domination des GAFAM, qui n'est pas seulement une domination financière, mais qui devient de plus en plus une domination aussi intellectuelle, et je dirais même qui change complètement nos vies et nos manières de penser. Et moi, je suis très optimiste. On peut lutter contre ça. Il faut faire de la régulation. On n'y arrivera que si nos gouvernements seront avec nous et que si les auteurs s'unissent tous ensemble pour aller demander cette régulation. Non, mais il y a une prise de conscience globale. Enfin, pendant longtemps, ces GAFAN sont apparus comme des gentilles compagnies. Je crois que ça y est, ça c'est en train de mourir. Les gens comprennent que non, ce ne sont pas des gentilles compagnies et ils ne sont pas là pour faire le bonheur de l'humanité. Ils sont là pour faire du fric. Voilà, et ils en font énormément, ce qui ne me choque pas. Mais s'ils en font énormément, ils doivent donc rémunérer tous ceux avec qui ils font de l'argent. Et c'est pour ça qu'il faut absolument soutenir la position de Bruno Le Maire et du gouvernement français sur la taxation des GAFA à l'échelle de l'Union européenne. Jamais on n'a été aussi près. Parce que Bruno Le Maire porte ce combat, vraiment, on n'a jamais été aussi près. On est à 2 voix. On est à 2 voix de l'obtenir. Donc il faut absolument soutenir ça. Et il faut, pour nous, gens du livre,
rester sur nos métiers qui marchent encore très bien. C'est pas quelques chiffres alarmants au mois de septembre qui permettent de jeter le bébé avec l'eau du bain. On a eu des très bonnes années, on en a eu des mauvaises, ça a toujours existé. Notre économie n'est pas une croissance permanente, de temps en temps, surtout depuis 2008, elle connaît des trous d'air, mais globalement, c'est une économie qui tient et qui a beaucoup moins décroché que d'autres économies. Alors, on a beaucoup parlé d'argent et tu as rappelé effectivement que c'est une économie qui marche plutôt bien. Les GAFA se font plein d'argent aussi sur le dos de la culture. Il faut voir que les auteurs, eux, ont un statut symbolique magnifique. Hein. On les voit, ils deviennent des stars. Mais que, en termes de partage de la valeur, il y a encore beaucoup à faire et à améliorer pour qu'ils ne soient pas les laissés pour compte de l'économie du livre. Et j'ai bon espoir que nous continuions ensemble, mon cher Pierre, à explorer ce sujet passionnant. Mais je crois effectivement beaucoup à cette discussion parce que on parle effectivement, j'entends certains discours qui cherchent à opposer fortement les auteurs et les éditeurs. Mais je pense que les éditeurs ne sont pas uniquement des méchants. Il y en a peut-être, mais je ne les connais pas. Ce qui est important, c'est de renforcer ce lien interpersonnel extraordinaire entre l'auteur et l'éditeur. Et c'est de cela que va encore s'améliorer, si c'est possible, la qualité des contenus, la qualité de la création. Les GAFA, j'allais dire on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Ils existent, on fait avec. Mais on est capable de faire sans. Et on le fait de plus en plus. Et je pense qu'il faut être très optimiste. On a la possibilité, d'un point de vue législatif, grâce à la loi sur le prix unique, la loi Langue 1981, qui permet à tous les libraires qui travaillent ensemble dans ce GIE formidable ici, d'être vraiment... montrer ce qu'est cet exemple. La loi Langue, ça veut dire un livre, on l'achète partout au même prix, que ce soit dans un hypermarché ou que ce soit sur la foire de Brive. On dit les libraires disparaissent. Non, il en disparaît, mais il s'en crée autant chaque année. Donc il faut regarder ça, il faut regarder la qualité extraordinaire des contenus qui sont produits, même s'il y a des imperfections, on ne le dit pas et on s'améliore bien évidemment, mais quand on voit le paysage ici, quand on voit les 36 000 enfants qui participent à ces concours de lecture à voix haute des petits champions, eh bien moi je reste... Et oui, maintenant, puisqu'il y aura Brive aussi, et je reste optimiste parce que quand j'entends aussi les expériences de mes camarades, je me dis que tout le monde cherche et qu'à force on va trouver et que les GAFA finalement un jour on n'y pensera même plus. Ça ne fait que commencer, hein. Exactement. Non, moi je reviens au fait, ça a été évoqué, la prise de risque. Dans une période de destruction, si on ne prend pas de risque, on ne va pas y arriver. Et ça fait partie aujourd'hui de la culture qu'il faut avoir. Et on prend un risque quand on rentre dans une librairie et qu'on ne sait pas ce qu'on va lire. Et c'est là que le libraire est génial. Moi, j'ai appris à lire parce que ma libraire, je rentrais chez elle et me disait « Tiens, lis ça ». Je savais même pas ce que j'allais demander et à chaque fois, j'étais ravi. Elle m'avait appris à lire, elle avait compris ce que j'aimais. Voilà. Donc, premièrement, culture de risque. Deuxièmement, l'auteur, certes, mais, excusez-moi, il n'y a pas d'édition si vous n'êtes pas là, s'il n'y a pas de lecteur. Et le lecteur, il a son mot à dire. Et son mot, il le dit chez le libraire, bien sûr, mais il le dit aussi sur Internet. Et il y a une culture d'Internet qu'il faut avoir et qu'il faut développer. Ne vous faites pas avoir par les GAFA, mais vous ne vous faites pas avoir par les GAFA. Et vous avez plein de sites, plein d'outils absolument géniaux pour faire connaître vos goûts, demander ce que vous souhaitez, ce que vous cherchez, et vous le trouverez. Voilà. Et ça, c'est le monde vers lequel on va. Et il y a plein de solutions qu'on ne connaît pas encore, mais c'est à vous aussi de les apporter. N'hésitez pas, soyez actifs. Ça fait partie de la culture. Et je passe là-dessus le micro à mon voisin parce qu'il a plein de solutions lui aussi.
On a compris que tu étais amoureux de ta libraire, hein, ça c'est assez clair. Non, pour faire la conclusion de la conclusion en 2 mots, je dirais optimisme et opportunité. On a l'habitude d'être beaucoup dans la diabolisation. Vous avez employé les mots de lutte, les mots de guerre, et je suis persuadé qu'il y a énormément de garde-fous à poser, et tout ce qui a été dit est très juste sur les droits d'auteur et tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. J'aimerais que on voit aussi plus les opportunités que tout ça nous amène, notamment quand on parle de digital. Dans la crise, il y a des risques, tu viens d'en parler, il y a des difficultés, mais il y a aussi énormément d'opportunités. Et non, le digital ne va pas tuer le livre papier, contrairement ni le papier tout court, comme le disait Bill Gates en 97. Je crois que la preuve est très claire aujourd'hui. On va continuer à lire du papier, et il y a des opportunités à saisir dans le digital, sans toujours s'y opposer frontalement. Voilà, c'est une approche un peu de judoka. On prend la force de l'autre, on la retourne, et on continue à avancer pour faire de l'innovation. Ça, c'est ce en quoi je crois beaucoup. Merci Alexis, et merci à ceux qui sont restés tout le temps là. Merci, un grand merci à vous parce que c'était important, Mais on a vu aussi beaucoup de gens passer qui ont pris un peu de ce qu'on avait envie de dire. Merci Monsieur le commissaire. J'adore ça. Mon père était commissaire de police. Chaque fois que je dis Monsieur le commissaire, ça me fait rire. Si tu veux. Est-ce que tu veux dire quelque chose ? Il veut rien dire, mais merci en tout cas de nous avoir installés au cœur de la foire, parce que ça permet, même si c'est un peu plus fatigant, un peu plus de vie, et puis de se souvenir en permanence de quoi on parle, quoi. Donc merci beaucoup, et merci à Antoine, Claire, Vincent, Marie, Pierre, Guillaume, Alexis et les autres.